La plus grande de nos richesses ne se mesure pas en millions. Nous vous faisons découvrir des ovnis pour vous permettre d'en devenir un, vous aussi. Sportifs, entrepreneurs, artistes, ils nous partagent chaque semaine leurs récits de véritables trésors d'informations. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Marjorie Paillon et je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode d'OVNI. Je remplace aujourd'hui Arnaud Laurent, Mathieu Stéphanie, Augustin Sayer, lourde tâche s'il en est sur mes frêles épaules, mais on a un invité de choix justement pour pouvoir discuter avec nous aujourd'hui, c'est Benjamin Schiltz. Bonjour à toi Benjamin. Bonjour. Alors, tu vas me dire si je me trompe, mais depuis janvier, tu es CEO de Wire, la plateforme collaborative la plus sécurisée au monde. Ça, c'est pour la tagline. C'est ça, ouais, exactement. Juste avant, tu officiais avec un de nos autres invités, Raphaël Monnier d'Opsmill, pour le chevalier blanc des attaques des DOS, Acorus Networks. On va donc plonger avec toi, non seulement dans le monde de la cyber, dans le chiffrement de nos applications de messagerie et plateformes de communication, le long fleuve pas toujours si tranquille que ça de l'entrepreneuriat, et puis on fera même un détour par la souveraineté numérique en Europe. Vaste programme. Vaste programme. T'es prêt ? Je suis prêt. Ok, alors d'abord, je crois que tu connais très bien OVNI en tant que fonds. Exactement, ouais. OVNI, Arnaud me disait que j'étais le 15e investisseur dans le fonds, et maintenant ils sont à 120. Quand j'ai investi, le fonds était même pas agréé par l'AMF. On a signé une LOI. Et pourquoi ? Moi, je connaissais pas Arnaud. Raphaël le connaît depuis longtemps, mais je connaissais certaines personnes impliquées dans OVNI, dont Didier Souchère, etc. Et j'ai adoré le pitch, le fonds par les entrepreneurs, la méthode, comment aller chercher des startups, aller en région, les faire monter, etc. J'ai adoré le pitch et j'ai dit banco, on y va. La Minute OVNI, ça c'est fait. On va plonger avec toi dans tes souvenirs d'entrepreneur. C'est pas si loin. Non, c'est pas si loin, si loin que ça commence à faire quelques années maintenant. Alors justement, au début, quand on se dit qu'on va monter une boîte, on a envie en général de solutionner un problème et d'apporter une réponse. Toi, tu avais quelle envie, quel défi de changer justement le monde, ton secteur, une façon aussi peut-être de voir la tech ? Alors j'ai un parcours d'entrepreneur peut-être un peu atypique. Ouais. J'ai créé ma première boîte, j'avais 17 ans. Bravo. J'adorais c'était vraiment les débuts, pas les débuts d'Internet, mais ça commençait vraiment à exploser. Et j'adorais l'hébergement, j'adorais gérer des serveurs. Et j'ai créé une première boîte d'hébergement de site web. Et j'avais donc 17 ans, j'étais en terminale. Mon père m'a aidé à créer la boîte, parce que du coup, j'avais même pas l'âge légal pour être gérant. Et il m'a aidé à gérer la boîte. Il m'a dit, OK, par contre, on fait le projet, je t'aide, mais je veux que tu aies un diplôme. Donc, tu te contentes pas du bac. Et du coup, je suis parti après en école d'ingénieur et je gérais la boîte en parallèle de mes études. Je rentrais le soir, je faisais le support technique, je gérais les serveurs la nuit. Et j'ai continué ça pendant 5 ans. Après, j'ai fait quelques mois chez Decathlon, la seule fois où j'étais salarié. Ouais. Parce qu'il y a la DSI à Lille, j'ai fait mes études à Lille. Et ça m'a pas plu. Pas la boîte, mais le fait d'être salarié. Ouais, du coup, salariat, tu avais expérimenté très tôt aussi le fait d'être ton propre patron. Ouais. Du coup, je suis revenu. J'ai vécu quelques mois chez mes parents parce que pas assez de revenus. J'ai continué à grossir la boîte. Ça marchait super bien. Alors on était un petit hébergeur à côté des OVH, mais on avait une belle façon d'appréhender le marché. On avait 20 000 clients le jour où j'ai vendu. Ouais. Et en 2014, j'avais fait un peu le tour. Les problématiques cyber commençaient à être de plus en plus présentes. On avait beaucoup d'attaques DDoS. Et sur le marché, il n'y avait pas beaucoup de solutions, ou alors très très chères et qui ne marchaient pas bien, notamment pour un use case d'hébergeur. Et j'ai rencontré Raphaël par hasard sur une mailing list d'opérateurs. On s'est rencontrés après à Paris en vrai dans un salon. Et moi, j'allais régulièrement à Paris parce que j'étais en province. Moi, j'étais dans l'est de la France, près de Metz. Et quand j'allais à Paris, Raphaël me dit « Mais t'es bête, va pas à l'hôtel, viens à la maison ». C'est Raphaël. Ça ressemble bien au personnage que j'ai rencontré il y a quelques années. Et il dit prochaine fois, tu m'appelles, viens à la maison, va pas à l'hôtel, t'es bête. En plus, je suis pas loin. Il habitait pas très loin du data center où j'allais tout le temps. Et du coup, on commençait à discuter. Et peut-être la deuxième ou troisième fois que j'étais allé chez lui, même moment, on se prend une énorme attaque des DOS. Il me dit, attends, viens, je t'aide. Donc, il se connecte, il fait des trucs sur les routeurs, etc. Il m'aide à contrer l'attaque. Vous imaginez tous les deux. Ouais, dans sa cave. Littéralement, c'était dans sa cave. C'est même pas un mythe. C'est vraiment les ingés dans la cave en train d'essayer de répondre aux attaques. Et du coup, Raphaël était un peu en transition. Il avait quitté Néo déjà. Il avait créé sa boîte Zoreol. Et du coup, on disait,
on peut faire mieux. Il y a quelque chose sur le marché pour faire mieux. Il avait monté à l'époque une offre DDoS chez Neo Télécom. Pareil, ça coûte en millions, etc. Et on a eu l'idée d'Acorus, on a créé la boîte. On faisait on a essayé de monter une techno au départ et on a eu un premier client, on n'a même pas officiellement déposé les statuts, qui se faisait attaquer, qui s'appelait un samedi soir, on l'a sauvé, Scoopit à l'époque. Et assez vite, on a signé Cdiscount, on a signé des Mediapart, voilà, des grands noms français. Et ça a décollé, on a monté la boîte au fur et à mesure avec nos fonds propres, on faisait du consulting à côté, on réinvestait tout ce qu'on gagnait. Parce que les fonds, les VC à l'époque, 2014, 2016, 2017... Il n'y avait pas encore la logique. D'abord, il n'y avait pas énormément de fonds sur la place non plus. Ouais, tu levais très peu, c'était très compliqué. Il n'y avait pas du tout le mindset américain que tu as aujourd'hui sur les fonds parisiens. Et finalement, on a quand même levé en 2018 avec Elaya Partech et Kima. Super projet, belle rencontre. Plutôt des jolis fonds aussi. Ouais, des jolis fonds. On était déjà bien avancé. On n'a pas levé énormément parce qu'à l'époque, tu levais pas beaucoup et pourtant, on était bien avancé. On a levé 3,5 millions. La BPI a suivi derrière. On a levé en tout, du coup, 5 millions. Ce qui, au standard d'aujourd'hui, n'est pas forcément énorme. Oui, mais ce qui aussi est rapporté aux besoins de trésor de l'époque. Exactement. Et après, on avait besoin de beaucoup de trésor, nous, parce qu'on montait de l'infrastructure en même temps. Donc, c'est quand même cash intensive. Ton cash burn est très, très élevé. Et on a fait... j'ai appris beaucoup de leçons dans cette expérience-là. On s'est dit, il faut qu'on soit fort sur le marché national d'abord. On a vu les boîtes du CAC 40, on a fait des déjeuners, on a passé des mois et des mois à discuter. On adore votre produit, mais vous êtes trop petit, vous êtes une start-up, etc. Et au bout de quelques mois, on s'est dit, ouais, ça va pas marcher. Il faut qu'on aille sur le marché américain, il faut qu'on s'internationalise beaucoup plus vite, etc. Donc pour vous deux d'ailleurs, le pivot, il n'a pas forcément été sur une tech ou une offre différente, mais sur un marché différent. Exactement, ouais. Sur un marché différent et pour aller plus vite. Parce qu'on s'est dit, si on continue comme ça va pas le faire. On va cramer le cash, on va relever, mais il y a tellement de latence sur le marché en Europe que ça va être compliqué. Et pour aller sur le marché américain, c'est pas évident. Il faut beaucoup d'argent, il faut être vraiment en local. Et on a rencontré Ankur Singlad Volterra en Californie. D'abord, il devait être un client. Ouais. Et au final, au fur et à mesure qu'on a discuté, on s'est rendu compte, il y a trop de synergie en fait entre nous. C'est hyper complémentaire et Ankur nous dit, allez les gars, on fusionne. On appelle les fonds, Vous attendiez pas déjà à cette proposition-là? C'était littéralement 7 mois après qu'on ait levé. Ouais, donc c'est extrêmement rapide. Extrêmement rapide. Et du coup, j'appelle Reza Malekzadeh de Partech et on parle du sujet, etc. Et Reza, je me rappellerai toujours, il me répond go big or go home. Une formule toujours éprouvée. Exactement. Qui fait ses preuves. Et du coup, on se dit, allez, on prend un risque fou parce que voilà, forcément, on se dilue, on n'a plus le contrôle absolu sur la boîte. Volterra était beaucoup plus gros aussi. Et du coup, on se dit, allez, let's go, on y va. On fusionne, on relève 25 millions dans la foulée tout de suite, la semaine suivante, avec des fonds américains, Khosla, etc. Des super fonds américains. Et du coup, ça marche très bien. Très dur au début, la différence culturelle. Ouais. Très, très, très dur. En plus, dans la maturité technologique, dans la forme de management de boîte. Ouais, déjà, la time zone, compliqué. Moi, ma vraie journée, elle commençait à 15h. Jusqu'à très tard le soir. Vous opériez pour cette nouvelle entité avec Volterra des clients basés en Europe? On avait des clients partout, beaucoup de clients en Europe, on avait des clients en Asie, on avait des clients aux US, mais du coup, voilà, il y a une grosse partie de l'ingénierie qui était en Californie, 9 heures de décalage horaire, compliqué. Une partie de nos équipes était aussi maintenant en Californie. Et du coup, on n'avait pas la même culture en plus de comment on travaillait. Nous, on était depuis le départ remote, only, largement avant que le Covid arrive. Tu étais prêt pour 2025, ça nous a rien changé en fait quand le Covid est arrivé. Et Volterra était tout le monde au bureau. Donc du coup, tu te retrouvais avec des gens au bureau dans des salles de réunion, t'as la pieuvre au milieu, nous on était en remote. Du coup, t'as des discussions avant, après la réunion, en train de boire un café, ce qui est normal. Voilà. Et c'était pas toujours évident, donc on allait toutes les 5 semaines, on y allait. On est passé. Parce qu'il y a aussi un côté small talk en fait que tu ne peux pas avoir si t'es full remote. Et ils avaient pas du tout le culture remote. Et du coup, on allait une semaine toutes les 5 semaines avec Raphaël. On a fait l'aller-retour Californie pendant 1 an et demi, une semaine toutes les 5 semaines. Et là, le Covid arrive. Et en fait, ça nous a changé la vie. En bien. D'accord. Parce que du coup, tout le monde s'est retrouvé à la maison. On a trouvé une personne qui a pris son confinement. C'était bien pour 2 choses. Déjà, le business de la cyber pendant le Covid, ça a vraiment explosé. Et en plus, nous, on s'est retrouvé avec tout le monde à la maison sur un pied d'égalité.
Et donc, à partir de là, la culture d'entreprise a changé. Ouais, la culture entreprise, c'est, on a fait je sais pas, ça s'est aligné, les planètes sont alignées, et on a été beaucoup plus productifs, on allait beaucoup plus vite après. Ce qui est assez atypique, je te l'accorde, mais ça a hyper bien marché. Et on grossit la boîte pendant le Covid. J'ai plein de casquettes différentes au fur et à mesure. Je change de métier tous les 3 mois. Et on est approché par F5, toujours en plein Covid. Les frontières américaines sont encore fermées. Et on se fait racheter en 3 mois. 500 millions, on a signé le deal en 3 mois. Donc, entre le moment où, avec Raphaël, vous dites « Ok, il faut partir, il faut aller attaquer le marché US », et le moment où tu revends... On a levé en octobre 2018, on a fusionné en mai 2019, mai-juin 2019. On a été racheté en décembre 2020, effectif janvier 2021. C'est allé extrêmement vite. Extrêmement vite. Donc, aujourd'hui, tu ne regardes absolument rien. Ah non, mais j'ai appris énormément. Et après, donc, on a rejoint F5. J'ai rejoint en tant que VP Opération sur toute la partie SaaS Worldwide. Hyper intéressant. J'ai hérité d'équipe. 95% de mon équipe était américaine. Un peu mentalité à l'ancienne. Grosse boîte, très très lente à bouger. Qui a envie de bouger, mais qui n'est pas prête à se remettre toujours en cause. Arnaud m'a dit on peut parler librement sur ce podcast. Complètement. Et c'est la beauté de la chose, tu vois. Et du coup, je devais rester 2 ans. Je suis resté 2 ans et 1 jour. Donc ça s'est terminé en février l'année dernière. J'ai fait un break de 10 mois. C'est bien, parce qu'en réalité, tu n'avais jamais fait de break. Bah non, j'avais... Tes premières expériences d'entrepreneur à 17 ans jusqu'à ce rachat-là, exactement. Pas pris forcément le temps de pouvoir aussi te poser pour savoir ce que tu voulais, toi, dans la vie, autre que changer le monde et le monde de la cybersécurité. Exactement, ouais. Donc, j'ai voyagé, j'ai déménagé, j'ai vécu longtemps à Luxembourg, déménagé à Toulouse, dans le sud-ouest. Changement de climat, ça fait beaucoup de bien. L'Ovalie. Exactement. Beaucoup voyagé, fait le tour du monde, voir des amis, etc. Parce que du coup, je connais des gens partout dans le monde. Super, et je me suis dit, qu'est-ce que je fais ensuite ? Après ces 10 mois, qu'est-ce qui se passe ? Raphaël, en fait... C'était une peur du vide aussi ? Le fait d'avoir du coup... Non, c'était pas une peur du vide. Vu autre chose pendant 10 mois, il y a un moment où tu dis, il faut quand même que je me ressente sur d'autres projets. En fait, tu veux que je te raconte la vérité le jour où je te dis, évidemment, faut que je fasse quelque chose ? On se dit toute la vérité à ce micro. Un jour, je discute avec un ami et je dis, je suis débordé aujourd'hui, j'avais 2 trucs à faire. Et je lui dis, je suis débordé. Et je lui dis, je suis en train de devenir Desperate Housewives. Faut que t'arrêtes là, faut que tu fasses quelque chose. Et je faisais pas rien, je faisais quand même du consulting, j'ai aidé des startups à lever des fonds, j'ai aidé un peu Opsmill au départ aussi, notamment sur la partie finance. Et je dis, là, faut que tu refasses quelque chose, là, ça va pas, là, tu peux pas, t'as 37 ans, tu peux pas, là. Non, tu ne peux pas, je te confirme. Et du coup, grande question, parce que quand Raphaël a créé Opsmill avec Damien, ils m'ont proposé de rejoindre, mais c'était, je partais de F5 en même temps, j'avais envie de faire un break. Et puis, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Et là, je me dis, est-ce que je crée une nouvelle boîte ? Je peux créer une start-up, je peux lever des fonds, j'ai les contacts, etc. Mais partir de zéro, trouver l'idée, là, tu pars pour une aventure de 7, 8, 9 ans. Oui, parce que ça, tu pouvais avoir une idée du temps que ça prenait à mesure où tu l'avais déjà fait avant. Bien sûr. Et en plus, c'est pas la partie que j'aime le plus, le départ, le bootstrap. Moi, j'adore faire scaler des boîtes. C'est vraiment ce que j'adore. Il y a la page blanche, il y a le fait de se dire, OK, on redémarre tout de zéro. Et du coup, c'est marrant, j'ai regardé quelques podcasts pour préparer un peu ça. Et un qui disait, moi, une fois que le projet est lancé, ça m'intéresse plus, je passe le relais. Et en fait, moi, c'est un peu l'inverse. C'est là où on a aussi des complémentarités en même philosophie entrepreneuriale. Exactement, et où du coup vous pouvez prendre le relais les uns des autres. Et là où moi je me sens le plus utile, c'est faire scaler les boîtes. C'est quand tu as déjà une certaine taille et que tu as des problématiques de scale, de croissance, de mettre en place les opérations, le support. En gros, tu vas être le pompier volontaire de la croissance. C'est ça, on peut dire ça comme ça. Et ça, j'avais des offres pour rejoindre des groupes américains sur des super postes, SVP, etc., dans des très très belles boîtes, parce que je gardais de bons contacts là-bas. Et ça me faisait pas rêver non plus, le côté corporate américain. J'avais pas envie de déménager aux US non plus, donc ça aurait été en remote. J'étais pas emballé. Et j'avais pas envisagé le côté devenir CEO d'une boîte qui existe déjà, qui a déjà son product market fit, qui a déjà ses équipes, etc. Et j'étais approché par Wire en septembre l'année dernière. Et au début, je dis, approché sur LinkedIn. En plus, je réponds jamais à des trucs de... Non, mais LinkedIn, c'est le nouveau Tinder des entrepreneurs, c'est pas possible. Et en fait, je réponds jamais sur des trucs comme ça. Et je sais pas pourquoi le jour-là, parfois le destin, l'intuition, l'univers. Ouais. Je fais un premier call avec. Je dis, ça a l'air sympa, j'aime bien le produit. J'avais déjà entendu parler du produit, mais on en parle un peu plus en détail. J'aime bien. Et zéro pression. Je dis, OK, j'ai pas fait d'entretien d'embauche depuis
depuis que j'ai 18 ans, ou 20 ans, oui, pour des voire stages. même depuis jamais, Non, en fait. pour des stages en école, Oui, voilà, des trucs comme ça. Mais notamment. je suis, ok, zéro pression, on fait quelques calls, on verra si, voilà, s'il y a un fit. Et puis, je fais, je sais pas, 10, 11 entretiens, un truc comme ça. Je vais à Francfort, à Londres, à Berlin. Je rencontre les investisseurs, toute l'équipe leadership, etc. Et plus le temps passe, plus tu vois, j'aime bien. Il y a un truc à faire. J'adore le produit, il y a un marché, il y a une fenêtre sur le marché maintenant. Il y a un côté souveraineté que j'adore, c'est un truc que j'aime beaucoup. Et on va y revenir. Et puis au final, à la fin, ils me disent, OK, on te fait une offre. Et je réfléchis 5 minutes et je dis, allez, j'y vais. Et pourtant, voilà, j'ai toujours pris mes décisions sur le feeling. Oui. Pourtant, tu dis, ouais, boîte allemande, je parle pas du tout allemand, même si mon nom peut... Mais c'est une boîte internationale, en réalité. Ouais, bien sûr. Appartient à Schwarz Group, mais... Non, enfin, on a plein d'investisseurs. Schwarz Group est juste un investisseur, mais voilà, actionnariat très allemand, en tout cas les plus gros investisseurs. Équipe à 90% allemande, je parle pas un mot d'allemand. Tu vas commencer, il n'y a pas de raison. Ouais, je sais pas, c'est pas ma priorité. Mais en réalité, c'est une boîte qui est aussi opérée exactement. en anglais. Puis en tant que Français, t'as toujours, on adore dire l'amitié franco-allemande. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Mais on adore se détester aussi. Oui. Et du coup, j'avais un peu une crainte par rapport à ça. Et puis, je sais pas, mon feeling me dit, vas-y, je suis allé. Et ça se passe super bien, je suis hyper heureux là-bas. Il te faut 5 minutes pour prendre une décision. Il me faut 30 secondes, mais il me faut du contexte derrière. Et je prends beaucoup de décisions au feeling. En fait, ce que j'ai appris dans ma carrière, c'est à chaque fois que j'ai pas suivi mon feeling, ça va pas marcher. Et toujours savoir s'écouter avant tout. Il faut savoir s'écouter. En tout cas, moi, ça a beaucoup marché avec moi. Pareil, quand on a dit, ouais, on go pour la fusion avec Volterra, avec Raphaël, tu peux analyser toutes les variables que tu veux. À un moment, tu prends un risque et tu le sens ou tu le sens pas. Et je dis, ouais, moi, je le sens, on y va. Et cette intuition, c'est quoi ? C'est les papillons dans le ventre de l'entrepreneur ? Ouais, un peu, ouais, c'est un peu ça. Et puis, puis c'est l'humain, en fait. C'est aujourd'hui, moi, je pense que le principal facteur qui m'a fait accepter le poste, au-delà du produit, est-ce qu'il y a un marché, voilà, les questions très terre à terre, c'est l'équipe, en fait. Si j'ai pas envie de bosser avec des gens que j'aime pas ou que je respecte pas. Et faut que ça t'apporte quelque chose au quotidien. Et t'as envie d'aller bosser le matin, t'as envie d'échanger avec des gens qui sont intelligents. Et quel que soit le niveau de poste. Quel que soit le niveau de poste, exactement. Et ça, c'est valable même dans des équipes d'ingénierie ou au sales ou n'importe quoi. Et j'apprends des choses tous les jours. Je fais des trucs que je faisais pas du tout avant. Et ouais, l'équipe, j'ai adoré. Il y a un super fit. Ils croient dans le projet, ils ont envie d'avancer, ils ont de l'énergie et c'est hyper intéressant. Est-ce que tu les considères comme les meilleurs ambassadeurs et ambassadrices du produit avant tout ? Exactement, ouais. Et ils sont extrêmement bons dans leur domaine. Et moi, je suis un peu un chef d'orchestre à aligner tout le monde, en fait. Bon, c'est bien, Benjamin Schiltz en chef d'orchestre. C'est très beau. En plus, à Berlin, c'est absolument fantastique. Qu'est-ce que ça change ? Du coup, tu nous en as quand même déjà dit un tout petit mot, mais... fondateur, entrepreneur, à CEO d'une boîte qu'on n'a forcément pas portée sur les fonds baptismaux. Ouais. Est-ce que tu dis qu'il faut quand même que tu gardes justement l'intuition, les petits papillons dans le ventre de l'esprit d'entreprise dont on parlait il y a un quart de seconde ? Il faut savoir les garder, il faut savoir continuer à les écouter pour pouvoir mener justement ces 200 collaboratrices et collaborateurs. Ouais, non, complètement. Après, au quotidien, je vois pas la différence. Moi, je me considère toujours comme entrepreneur et même si j'ai pas créé la boîte, au final, aujourd'hui, je le considère comme si c'était ma boîte. Et c'est ce qui me fait avancer tous les jours. Parce que je me considère pas comme un salarié et j'ai envie de faire fonctionner ce projet, de le pousser le plus loin possible. Et ouais, au quotidien, honnêtement, je vois pas la différence entre Acorus et juste être CEO d'une boîte que j'ai pas créée. Donc, continuer à le gérer comme si ça avait été ton bébé depuis le départ. Exactement, ouais. Et c'est ça la clé justement pour pouvoir continuer à te faire vibrer, en tout cas sur ce projet-là. On parlait justement de ces équipes que tu as envie de rencontrer avant tout pour savoir si le projet va pouvoir fonctionner pour toi. Quel est le collaboratrice ou le collaborateur qui t'a le plus appris depuis tes 17 ans ? Vaste question, j'ai appris d'énormément de monde en fait. Je te disais tout à l'heure, je change de métier tous les 3 mois. En fait, à partir du moment où on a levé des fonds, parce qu'à Corus, Raphaël était moi je suis un peu l'homme de l'ombre. En fait, on me connaît beaucoup moins. Et dans la lumière aujourd'hui. Ouais, de plus en plus. Maintenant que je suis CEO de Wire, je fais beaucoup de plus en plus dans la lumière. Mais je faisais un peu tout. Raphaël faisait le business développement, par exemple, vision produit. Moi, je faisais absolument tout le reste. J'ai appris à lever des fonds, j'ai appris à gérer des boards, j'ai appris à faire du reporting investisseur.
À un moment, on a dû faire de la compliance et des certifications. J'avais jamais fait. J'ai dû apprendre à le faire. On a commencé à négocier des contrats clients. Je me suis mis au légal. Voilà, j'ai fait après des opérations. J'ai mis en place le support. Voilà. J'ai appris des choses tous les 3 mois. Aujourd'hui, je fais même du sales alors que c'est pas du tout mon ADN. Mais ouais, au fur et à mesure, tu rencontres des gens sur le chemin. Et moi, j'essaie d'apprendre de tout le monde. De prendre ce qu'il y a à apprendre et de sortir de ma zone de confort. Donc... Mais c'est assez touchant parce que de la parole donnée et respectée à ton père à 17 ans qui dit oui, ok, je vais t'aider pour monter cette première boîte, mais tu as un diplôme qui va plus loin que le bac d'abord, passe ton bac d'abord et aussi ton école d'ingénieur, by the way, tu l'as fait, mais tu continues à apprendre tous les jours en fait. Tous les jours, ouais. Et j'adore. À la base, je suis ingénieur en télécom, donc très technique. J'ai fait la technique pendant longtemps. Aujourd'hui, je fais plus de la stratégie produit, mais je fais plein d'autres choses. Je fais de la négo de contrat, je fais de la finance. Aujourd'hui, je fais du sales, alors que j'en ai jamais fait de toute ma carrière. Je suis arrivé chez Wire, c'est un produit qui marche bien, on a vraiment de la traction, etc. Mais il y a eu un focus très gouvernement dans les dernières années. Et aujourd'hui, je veux vraiment l'étendre à de l'entreprise, aller beaucoup plus large. Et du coup, il y a toute l'équipe sales à structurer, à réorganiser. Et, je suis en train de faire du data-driven aujourd'hui. J'ai pas de légitimité en tant qu'expert là-dessus, mais tu apprends au fur et à mesure. J'apprends, j'échange avec les gens, je propose des idées, et je dis explique-moi si j'ai tort ou pas, et non, en fait, c'est pas une mauvaise idée. Allez, tu sais mieux que personne, on a toujours peur de quelque chose qu'on ne connaît pas. On va ouvrir la boîte de Pandore, justement, de ces Slack, finalement, ultra sécurisés pour les institutions, mais pas que avec toi. Justement, aujourd'hui, donc Wire, je le disais tout à l'heure, la tagline, c'est la plateforme leader en matière de sécurisation, justement, et d'encryption, de chiffrement, du coup. Pardon, je suis un peu Jean-Claude Van Damme parfois. Des messages. La technologie que vous avez vraiment mis sur le marché, c'est le Messaging Layer Security, donc c'est vraiment une couche de sécurité qui va venir assurer la confidentialité des données qui sont échangées sur la plateforme. À quel point c'est confidentiel? Les datas, elles sont stockées où? Elles sont stockées sur le device. Il n'y a pas aucun stockage centralisé, en fait. Pour expliquer simplement, Wire, c'est un messenger, on peut comparer à Microsoft Teams, à Slack, etc. Mais par défaut, absolument tout est chiffré et tout est protégé. Donc on a du end-to-end encryption par défaut, l'échange des fichiers est ultra sécurisé, on a du chiffrement, du end-to-end identity, on a toutes les couches de sécurité comme ça, que ce soit en one-to-one ou dans des groupes. Et on est co-auteur du standard MLS à l'IETF, et du coup on participe à redonner à la communauté aussi. Wire est à 90% open source aussi, donc le code est consultable, vous pouvez le copier, le compiler vous-même, etc. Et du coup, c'est vraiment notre fer de lance, la sécurisation. Et donc, aucune data en centrale, impossible d'intercepter. Et nos promesses, on peut les vérifier parce que le code est open source. Il est audité notamment par le BSI en Allemagne, qui est l'équivalent de l'ANSSI. On a la certification de plus haut niveau du BSI, on est au niveau confidentiel défense sur les échanges. Et là, on est en train de passer les certifications OTAN. On équipe des gouvernements, on équipe des grandes entreprises, on équipe des services de renseignement, que ce soit en Europe, en Amérique latine, aux US, etc. Et on a une offre Wire Cloud où n'importe quel particulier peut créer un compte. Ce qui est absolument passionnant parce que tu es littéralement aujourd'hui au cœur du réacteur. 2024, on va le rappeler, il y a 70 pays qui soit sont déjà passés aux urnes, soit se préparent justement à y aller sur tous les continents. Ça veut dire que, et comme tes clients sont principalement des gouvernements, des agences de renseignement, des institutionnels, mais peuvent aussi être des particuliers, tu le disais tout à l'heure, il y a évidemment cet accent très fort qui est mis sur la sécurisation de ces messages. Parce que ce qu'on a vécu, nous, côté médias, avec une désinformation massive et cette lutte contre les fake news, mais pas que, et redonner de la crédibilité à l'info, vous l'avez tous les jours dans les messages qui sont échangés. Ouais. En fait, on s'assure, la promesse que nous, on livre à nos clients, c'est de dire que vous pouvez être sûr que ça ne sera jamais intercepté. Et donc, on a des clients extrêmement critiques. Malheureusement, je ne vais pas donner beaucoup de noms, mais aujourd'hui, tu vois toutes les affaires d'espionnage qu'il y a, alors que ce soit de la part de la Russie, de la Chine ou nos amis alliés américains. On voit par exemple t'as vu ce qui s'est passé avec WhatsApp, où ils ont fait du cheval de Troie sur les devices pour intercepter le trafic. Ça c'est la réalité aujourd'hui. Et nous, la promesse qu'on livre à nos clients, c'est d'être sûr que vous ne serez pas intercepté. Pas écouté, par exemple l'affaire Taurus en Allemagne il y a quelques semaines, des réunions de généraux qui a été interceptée par les Russes et mis sur Internet. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible avec Wire.
Oui, parce qu'en réalité, il y a la partie émergée de l'iceberg qui vont être les plateformes sociales, mais jusque-là, on a déjà des dispositifs pour lutter bien ou mal contre les fake news et la désinformation. Par contre, aujourd'hui, le nerf de la guerre, il se passe dans les messages envoyés de personne à personne ou de groupe à groupe. Exactement. Et c'est justement l'extension du domaine de la lutte. Exactement. Et c'est pas que pour les gouvernements. Là, on parle beaucoup de gouvernements, mais Pour les entreprises aussi. pense entreprise, tu négocies des deals hyper critiques et tu as des concurrents américains en face ou chinois ou peu importe. Ils ont envie d'aller voir ce que tes offres, ils ont envie d'aller voir tes datas et beaucoup de gens m'ont maintenant confié ce qu'ils ont de plus critique à des acteurs qu'on ne peut pas forcément croire sur parole. Nous, la promesse qu'on est, c'est que votre IP, vos données, on s'assure que ce que vous échangez, ça reste confidentiel. Est-ce Ça, que tu as l'impression, depuis aussi, on va venir peu à peu à nos questions favorites justement sur la souveraineté et la régulation, mais est-ce que depuis justement on a coutume plutôt de synthétiser le monde numérique en 3 volets. Le premier, c'est les États-Unis, la Silicon Valley qui innovent pour le plaisir d'innover et monétiser par ailleurs. L'Asie réduite à la Chine qui se retranche derrière un mur et une muraille ultra sécurisée qui ne l'est pas toujours quand même, et puis l'Europe au milieu avec son petit drapeau blanc qui agite le drapeau de la régulation en disant regardez, ma ligne Maginot de la régulation, elle est vraiment bien organisée. D'abord, est-ce que tu penses que c'est une image d'Épinal qui est en train un petit peu quand même de voler en éclats? Et ensuite, comment est-ce que cette régulation, notamment le RGPD, mais pas que, a fait aussi œuvre de pédagogie pour tes clients, fussent-ils les gouvernements? C'est en train de voler en éclats, je suis assez d'accord, parce que c'est un peu l'image aujourd'hui que tu as dans les conflits internationaux où on se dit on vient un peu à la guerre froide. Non, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que la guerre froide parce qu'il y a beaucoup plus d'acteurs. Et ils agissent encore plus dans l'ombre que pendant la guerre froide. Oui, tu as les Américains. Berceau de la technologie, j'ai beaucoup pratiqué les États-Unis. Par contre, c'est les premiers à utiliser les ressources qu'ils ont pour aller espionner leurs alliés. Biden vient de renouveler les directives, notamment d'extraterritorialité sur à partir du moment où tu as de l'actionnaire américain ou tu as un bâtiment américain, ils peuvent aller regarder. Absolument. Et du coup, tu le sauras même pas, en fait. Il y a les Chinois qui poussent énormément. Il y a les Russes, beaucoup dans le domaine de la désinformation et de la déstabilisation, notamment vers les gouvernements. Regarde ce qui se passe avec la France en Afrique, notamment. Absolument. Tu as plein de nouveaux acteurs qui arrivent. Et Middle East, ils sont pas totalement... ils sont aussi sur la carte. C'est du soft power et de la diversification d'investissement, mais pas que. Exactement. Et donc, c'est hyper complexe aujourd'hui. J'aime beaucoup ton image du drapeau blanc. Ouais. Moi, je trouve l'Europe extrêmement naïf, en général. Alors, il y a des belles intentions. Il y a le RGPD, tu as les directives... DSA, DMA. Exactement, tu as plein de directives qui arrivent. Il y a l'acte qui va être ratifié par les États membres. Ouais, après, tu as toujours la frontière entre tu te tires une balle dans le pied et tu essaies de réguler les autres acteurs. Je pense qu'on est plus sur se tirer une balle dans le pied aujourd'hui qu'autre chose, mais on est extrêmement naïf. Là, par exemple, je te disais en préparation, dans 3 semaines, là, je suis invité à une table ronde organisée par l'Union européenne, notamment sur la souveraineté. C'est hosté chez Google et la moitié des invités sont américains. Et pourtant, c'est la Commission européenne qui prépare... Et c'est la Commission européenne qui organise. Bonjour Thierry Breton. Ouais, si exactement, ouais. Donc, on a des bonnes intentions. Je pense que ça va dans le bon sens. Faut pas être trop critique non plus. Ça va dans le bon sens. Il y a des bonnes initiatives, mais on est encore beaucoup, beaucoup trop naïf. Il y a des élections européennes qui arrivent sur cette carte et cette map monde des élections justement de 2024. C'est le 9 juin prochain. Un nouveau Parlement qui va être élu par les États membres. On connaîtra sa coloration au fur et à mesure, mais ça risque aussi de changer la donne sur les nominations à la Commission européenne. Cette commission-ci, ce mandat-ci, et du coup, on rend hommage à Thierry Breton quand même, on le resalue dans cet épisode, il y a quand même énormément de choses qui ont été faites en matière de régulation du numérique pour aller vers cette souveraineté. Encore une fois, on y revient dans un quart de seconde, c'est une autre discussion préférée avec Benjamin. Qu'est-ce que tu attendrais d'une prochaine commission ? D'appuyer sur l'accélérateur. Vraiment, je pense que, globalement, on est dans la bonne direction, mais c'est beaucoup, beaucoup trop lent. C'est beaucoup trop lent. Et il y a plein en matière de régulation, d'investissement, En fait, il faut pas que les politiques se limitent à faire de la régulation, quoi. À un moment, il faut arrêter de faire des lois, quoi. Arrêter. Et c'est pas qu'au niveau de l'Union européenne que j'attends ça, c'est au niveau national aussi. On a des bonnes initiatives en France, j'en vois beaucoup en Allemagne aussi, mais ça pense trop au national. Alors que le marché, ça doit être l'Europe. Quand tu regardes les chiffres, si on joue au marché européen, on est plus gros que les US. Il faut arrêter d'être national. Est-ce qu'on en a conscience déjà ? Je pense qu'on en a conscience, mais il manque le déclic pour accélérer, en fait.
tu compares il y a 5 ans, je pense qu'on a vraiment conscience aujourd'hui de tout ça. L'Ukraine a aidé. Il y a plein d'événements géopolitiques qui ont aidé aussi à la prise de conscience. Mais il manque ce déclic pour dire, voilà, les gars, faut y aller maintenant. Et j'espère que la nouvelle commission va aider à aller appuyer sur l'accélérateur. Et nous, ce qu'on fait chez Wire, tu vois, boîte allemande, CEO français, et j'ai des investisseurs majoritairement allemands, ils ont pris un CEO français. Donc ça croit beaucoup à ça aussi. Le groupe Schwarz qui nous a rejoint en investisseur il y a quelques semaines, on vient de l'annoncer publiquement. Pour ceux qui connaissent pas en France, c'est le groupe Lidl notamment, qui investissent énormément dans la cyber, notamment avec Aleph Alpha, qui est l'initiative IA allemande un peu... Mistral allemand. À quelques, quand même, nuances près. À quelques nuances près. Pour le coup, il y a un vrai sujet souveraineté dans ce que défend Aleph Alpha. Ils ont levé à peu près les mêmes sommes. On est autour de 500 millions aussi. Donc, le groupe Schwarz... Et même valo, pour l'instant. Ouais, même valo. Enfin, à peu près même maturité des deux côtés. De grandeur et maturité du produit aussi. Ouais, vraiment, ouais. Et le groupe Schwarz a beaucoup investi là-dedans. Ils ont XM Cyber dans tout ce qui est cyber. Stackit, un cloud européen souverain. Voilà, ils investissent beaucoup. Ils ont cru dans Wire, ils ont investi beaucoup chez nous. Et voilà, il y a un vrai sujet souveraineté qu'on est en train de pousser en Europe. Et voilà, aujourd'hui, on fait bâton de pèlerin aussi. On rencontre les politiques beaucoup en Allemagne. Maintenant, je commence aussi en France. Pour aller faire avancer ces sujets-là. Tu vois, tu rajoutes affaires publiques sur ta fiche de poste. Ouais, tu vois, quand je te dis que je change de métier tous les 3 mois. Ouais. Pourtant, je suis un homme de l'ombre et maintenant, je fais du... Bah, tu vois, l'ombre est vouée à aller dans la lumière. Exactement. À un moment. C'est intéressant parce que il y a quelques jours, Emmanuel Macron prononçait un discours à la Sorbonne, alors très long, je vous l'accorde, 1h50 pour ceux et celles qui l'ont regardé comme moi, mais avec une intention extrêmement intéressante d'un point de vue de la souveraineté justement européenne. Une souveraineté qui peut être numérique, qui peut être industrielle, qui peut être culturelle, mais qui est aussi business. À un moment donné, est-ce que c'est encore une insulte ou un gros mot de se dire que la souveraineté, il faut savoir la financer ? Complètement. Ça reste un gros mot ? Non, ça reste pas un gros mot, mais complètement, il faut la financer. Et c'est... Je pense que ça a beaucoup évolué. C'est beaucoup plus simple aujourd'hui de lever des fonds à des valos beaucoup plus importantes. Regarde Mistral, regarde Aleph Alpha, lever 500 millions il y a 5 ans, c'était juste de la science-fiction en Europe. Donc ça évolue beaucoup. L'écosystème est en train d'être plus mature qu'il était il y a quelques années. Maintenant, ce qui manque beaucoup, pour moi, la carte qui manque dans l'univers startup européen, c'est l'exit. C'est là où ça pêche. Où est-ce qu'on fait les sorties ? Parce que et dans quelles conditions ? On se glorifie beaucoup. On a maintenant, je sais combien on a de licornes, le compteur de Macron sur les licornes. Ça change régulièrement. Le dernier compteur, on était entre 25 et 27. On comprend toujours pas comment. J'ai envie de voir des exits à plus d'1 milliard en fait en Europe. Et aujourd'hui, on n'y est pas. Où sont les décacornes ? Ouais, on n'y est pas en fait. Et un rachat à 500 millions comme on a fait aux US, c'est pas un truc qui arrive tous les jours en Europe en fait. Et tant qu'on n'aura pas ces exits-là et cet écosystème-là en Europe, la souveraineté, ça va être compliqué parce que ta porte de sortie, elle est américaine. Ou asiatique, ou peu importe. C'est extrêmement intéressant ce que tu dis là. Ça veut dire quoi ? Que la valorisation, ça reste le maître étalon d'une puissance numérique et économique ? Ça reste aussi, après c'est tout un écosystème. Quand tu lèves des fonds, tu lèves avec une valo, mais les fonds ils ont aussi besoin d'avoir un retour sur investissement parce qu'après ils vont investir dans d'autres startups, etc. Donc c'est un écosystème qui s'auto-entretient et qui grandit vraiment en Europe. Mais tant qu'on n'a pas des exits européens et des groupes européens, parce que c'est pas les groupes en Europe qui manquent, qui peuvent signer des chèques à 1 milliard. Par contre ils n'ont pas cette culture-là. Alors je suis là aux États-Unis, cette culture-là. Des boîtes comme F5 qui rachètent des startups 500 millions, ils en font tous les ans. Ils en achètent tous les ans. Ils savent les intégrer, ils savent les valoriser, etc. Comment impulser cette culture, justement, auprès des Je pense que ça prend du temps. Mais le temps, on n'en a plus. Ouais, mais il faut continuer. Là, le groupe Schwarz, c'est un bon exemple. Ils investissent à des valos très hautes et ils ont un vrai projet européen d'aller monter un acteur numérique, multitude d'acteurs numériques dans le domaine de l'IA, dans le domaine comme Wire de la collaboration, dans le domaine de la cyber avec XM Cyber et ainsi de suite. Tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que Schwarz Group ressemble un petit peu dans sa diversification d'invest à ce qu'a fait SoftBank à un moment donné. Ouais, complètement. Après, diversifier au maximum, mais en gardant quand même des verticales. Exactement. Après, pas avec les mêmes erreurs que SoftBank. Ouais, j'allais dire, s'ils peuvent éviter de faire ce que fait SoftBank, c'est pas mal. Éviter de faire confiance à Adam Neumann, par exemple. Ouais, après, c'est pas le seul cas où ils sont plantés, quand même. Tout à fait. Mais c'est un peu la boussole qui pointe le sud, quoi. Mais bon. Mais ça veut dire que ce que tu nous dis là, c'est que il faut savoir aussi ouvrir les chakras, finalement, de l'investissement. Et c'est pas parce qu'on a un groupe qui, au départ, fait de la distrib, qu'on n'est pas capable de faire de la cyber et de l'IA derrière. Exactement, parce qu'on parle de Lidl, quoi. C'est pas le nom que t'as en tête pour de l'IA, quoi. Et pourtant, ils investissent énormément, ils ont une vraie vision.
Ils investissent en plein de startups en Europe pour aller monter des acteurs européens et c'est top. Et moi, j'aimerais en voir plus des comme ça. Et des groupes qui ont la capacité de le faire, il y en a plein en Europe. Cette souveraineté numérique, elle se passe par quelle route, si j'ose dire? Berlin, Paris, Bruxelles? Il n'y a pas de... Aujourd'hui, je suis à Berlin, mais j'aurais pu être à Rome ou j'aurais pu être à Madrid, à la limite, peu importe. Ça pousse partout en Europe. Aujourd'hui, tu as une vraie culture du remote. On a des équipes qui sont dispersées un peu partout en Europe. Il n'y a pas de capitale du numérique. Aujourd'hui, allons raisonner européen et plus national. Le Benjamin de 17 ans qui montait ses premières racks d'hébergement dans la cave de ses parents, il aurait envie de dire quoi aujourd'hui à Benjamin Audoyard? Je sais pas, c'est compliqué. J'aime pas beaucoup revenir en arrière en général, mais je pense qu'il serait content du parcours déjà, parce que ouais, tu m'aurais dit il y a 10 ans, j'aurais pas pensé être là aujourd'hui. Et après, ouais, de toujours avoir l'envie de faire avancer. Et aujourd'hui, je l'ai et j'ai eu beaucoup d'expérience côté américain. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire un succès en Europe. J'ai envie de créer un acteur européen puissant. On se retrouve dans un an. Ouais. Il existe cet acteur européen puissant? Je pense, ouais. On est sur la bonne voie en tout cas. Et voilà, il faut qu'on emmène tout le monde avec nous. Il faut que les acteurs publics, privés aient aussi envie d'y aller. Mais je pense qu'il y a un momentum aujourd'hui sur le marché qui est là. Voilà, maintenant, il faut exécuter. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie pour créer un bel acteur européen. En gros, il ne faut pas te parler tant de souveraineté dans sa conception philosophique que pratico-pratique. La souveraineté, il faut la faire, c'est du très concret. Ouais, il faut la faire. Et aujourd'hui, j'ai envie de montrer qu'en Europe, on n'est pas que naïf et qu'il y a un monde qui existe entre les acteurs américains, asiatiques, etc. Et qu'on peut créer des champions en Europe. Benjamin Schiltz, européen, pas naïf du tout. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode d'OVNI. Vous retrouvez Arnaud, Mathieu ou Augustin pour les prochains épisodes d'OVNI. Puis peut-être qu'on se retrouvera aussi, qui sait. À très bientôt.